Cut! Camera speed. Sound production, take one. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales, épisode 4 déjà. Comment ça va, Jean ? Ben ça va bien, écoute, content d'être là comme d'habitude pour enregistrer ce nouveau podcast sur un jeu de rôle qui va être, je pense, assez sympa à podcaster, un truc un peu différent d'habitude, ça va être marrant. Les avis vont être tranchés. C'est ça, je dirais partagés même. Ouais, peut-être partagés. Alors aujourd'hui on n'est pas seul, qui c'est qui est avec nous ? Bonjour, moi c'est Johan, je suis rôliste débutant on va dire, et vous m'avez gentiment invité pour parler du jeu du jour. Le jeu du jour, très bien. Voilà, faut savoir que Johan c'est un des membres actifs de notre table de jeu de rôle, un des joueurs réguliers. Est-ce que tu pourrais te présenter quand même un petit peu avant qu'on continue ? Ouais, du coup je m'appelle toujours Johan, je fais partie de la même table de jeu que Jean et Antoine, avec lesquels j'ai repris le jeu de rôle il y a maintenant un peu plus d'un an. Puis avant ça, j'avais eu finalement très peu d'expérience de jeu de rôle, donc c'est assez récent pour moi. Ok, d'accord, et on va te poser, écoute, on a décidé de commencer une nouvelle rubrique avec Antoine qui s'appelle « Comment mal dépenser son argent ?» ou plutôt « Qu'est-ce que t'as pledgé ce mois-ci ?» Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que t'as acheté là au niveau jeu de rôle ce mois-ci ou que t'as pu pledger ? Jeu de rôle ou autre d'ailleurs. Je dois dire que pour l'instant, en 2022, j'ai réussi à me retenir. C'est-à-dire on applaudit pour l'instant, ouais. Toutes mes félicitations. Pour l'instant, j'ai réussi à rien pledger. Et pourtant, on m'a proposé des trucs. Il y a des trucs qui sont passés. Il y a du Morgborg qui passe là régulièrement. On t'a proposé des choses. Alors, il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui te dit hey, regarde ce que j'ai. Il y a des démarcheurs. Je suis parti d'un groupe Discord et eux, ils proposent. Eh ben, dis donc. Régulièrement, ouais. Antoine, on va t'inscrire sur ce groupe Discord. Non. Il n'y a pas besoin, je lui relais de toute façon tout ce qu'on me propose. Vous êtes les pires. Bon, du coup, on va aller vers les victimes plus probables. Antoine, qu'est-ce que tu as pledgé ou acheté là, en 2022 ? Qu'est-ce que j'ai pledgé Réfléchis pas. En 2022, je réfléchis pas trop. Alors, j'ai acheté la nouvelle boîte de base de Cthulhu, dont on avait parlé, qui était en rupture de stock, qui est ressortie avec des améliorations. Donc, c'est-à-dire la boîte est de meilleure qualité et de nouvelles choses à l'intérieur pour le même prix. C'est sympa, c'est à noter. Et j'ai aussi acheté le nouvel add-on de Cthulhu, donc aux portes de l'horreur. Peut-être qu'on vous en parlera un de ces quatre. Et en pledge, qu'est-ce que j'ai pledgé ? J'ai pledgé City of Mist, parce que moi les jeux d'enquête et type film noir c'est ma cam. Et puis je crois que c'est tout, hein. Je pense que c'est déjà pas mal, non ? Ouais, c'est déjà trop, hein. Et toi, alors, l'homme qui me dit que c'est déjà pas mal, qu'est-ce qu'il a pledgé lui en 2022 ? Alors moi j'ai acheté un nouveau jeu de rôle, un OSR qui s'appelle Lamentation of the Flaming Princess, qui est un jeu de rôle de Black Book Edition, en mode c'est du donjon, pas du donjon de porte-trésor, mais c'est du Sword and Sorcery, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. D'accord. Ouais. À l'ancienne, et plus particulièrement dans cette gamme il y avait The Maze of the Blue Medusa, qui m'intéresse beaucoup, qui est une espèce de donjon labyrinthe géant avec plus de 300 pièces, et qui peut se jouer en campagne, que j'ai bien envie de vous faire jouer un jour peut-être. Ouais, un jour. Hein. Déjà, fini de bosser la Dominique. Attends, t'inquiète pas, ça va arriver. Et j'ai pledgé un jeu qui s'appelle Myr, qui est un jeu d'enquête paranormale dans un environnement médiéval fantastique d'inspiration slave, qui est peut-être le futur jeu. Enfin, toi qui voulais que je te fasse jouer un jeu d'enquête à la Cthulhu Dark Noir, peut-être que ce sera celui-là. C'est toujours moi qui masterise. Ah, super. Voilà. Je vais passer celui-là et je ne craquerai pas. Bon, c'est déjà pas mal, hein, voilà, on se fait beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Du coup, Johan, pour revenir un petit peu à toi, ta première expérience de jeu de rôle, c'est quoi ? Alors, la toute première, c'est probablement les 2 ou 3 heures de Donjons et Dragons que j'ai fait quand j'étais au lycée. Mais la première expérience où j'ai vraiment plus accroché, c'est quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec des amis de la fac. Et puis du coup, le jeu auquel on jouait, c'est le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque c'est Sombre, la peur comme au cinéma. Sombre, très bien. Eh bien écoutez, Jean et Johan, on va faire la petite rubrique qu'on aime bien en ce moment, qui s'appelle les anecdotes. On va raconter chacun tour à tour une petite anecdote en rapport avec le jeu qu'on présente. Je propose à notre invité de commencer, qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais. Il y en a plusieurs et je pense que je vais plutôt aller dans mon expérience finalement de joueur de quand je jouais avec mon ami précédent. Il m'avait donné, on en reparlera, mais il m'avait donné un personnage qui était avec une personnalité un peu protectrice initialement, et au fur et à mesure de la partie, les personnalités se dégradent et je deviens de plus en plus possessif d'un autre joueur, jusqu'à arriver à un moment de folie complète où on avait vraiment la possibilité de jouer ce moment où c'était plutôt tuer tous les autres que de laisser partir cette personne-là, et c'était quelque chose d'assez beau. Ça nous donne bien le ton du jeu qu'on va vous présenter. Du coup, pour moi, alors, on a fait quelques parties. On avait fait une première partie d'intro qui a duré entre 15 et 30 minutes. Moi, c'est plutôt sur la première vraie partie de plusieurs heures qu'on a fait. C'était un scénario qui, on va dire, pour faire simple, parlait de zombies. Et j'avais un personnage qui était courageux. Et sa personnalité s'est aussi dégradée au fur et à mesure. Et à la fin, de courageux, on est parti à suicidaire. Qui, vous en conviendrez, c'est pas exactement la même personnalité. Et du coup, on commence à être débordé par les zombies, on est dans une maison, et à ce moment-là, j'ai décidé, mon personnage a décidé de manière très intelligente de sortir de la maison avec 2 fusils face à une horde de 300 zombies. Eh bien, vous vous en douterez, je n'ai pas fait long feu. Voilà, c'est une espèce de scène de bravoure, mais un peu ridicule, qui a permis aux autres de fuir. Vers quoi ? Je pense que la prochaine personne va vous en parler. Mais c'était assez marrant à voir, en tout cas. Du coup, je peux enchaîner directement parce que l'anecdote que je vais vous raconter fait suite au décès de notre cher Antoine. Donc pendant qu'il était en train d'essayer de se défendre contre cette horde de zombies et j'allais dire de réussir à s'en sortir, non, de nous permettre de nous gagner du temps pour s'enfuir, avec le groupe, on était plusieurs personnages, on était encore 3, et je me suis fait mordre. En essayant de m'échapper. Tu nous l'as pas dit, salaud. Avec les 2 autres, en fait, on trouve une voiture dans la grange et on arrive tant bien que mal à allumer la voiture et à se barrer. C'est un pick-up, du coup on est 2, je conduis. Il y a encore un survivant qui était joué par Marie, qui était sur le côté passager, et il y a un autre survivant qui était joué par Jessie, qui était à l'arrière du pick-up, dans l'espèce de coffre. On arrive à s'enfuir, on prend la route. Et en fait, sur la route, Johan me dit, Jean, tu commences à avoir des douleurs dans le bras qui remontent jusqu'à l'épaule, tu commences à te sentir mal, et du coup, en fait, je comprends que je suis en train de me transformer en zombie. Et au moment où je me transforme, en fait, je me jette sur Marie, qui était la passagère. La voiture perd le contrôle, part contre un platane, et Jessie, qui était du coup à l'arrière du pick-up, fait catapulte dans le champ, et le scénario se termine comme ça sur cet accident de voiture. Et c'était un moment que j'avais trouvé, moi, finalement assez drôle, parce que moi je l'ai senti arriver. Je savais que comme j'ai été mordu par un zombie, ça m'aurait semblé bizarre que Johan clôture le jeu comme ça sans me transformer, mais les autres le savaient pas, et les autres pensaient vraiment que c'était la fin. Donc j'avais trouvé que c'était vraiment une scène assez marquante pour moi, parce que je m'en rappelle encore très très bien. Très bien, merci pour l'anecdote, Jean. Vraiment, mon sacrifice sera bien servi, c'est super. C'est un peu le principe du jeu. Du coup, c'est un peu le principe du jeu. D'ailleurs, en parlant du jeu, on va y revenir. Du coup, le jeu, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Johan, du coup, en parlant peut-être pour commencer de l'édition, de l'auteur Ouais, alors du coup, c'est un jeu de rôle français, de France. Édité par un Français, créé par un Français, écrit par un Français, et c'est tous le même. C'est un monsieur qui s'appelle Johan Scipion. Il a auto-édité son travail sur une maison d'édition du coup qu'il a créée, qui s'appelle Terres étranges. Et puis il a pris un illustrateur, qui est toujours le même pour tous ses bouquins, qui s'appelle Greg Guillaumont. Donc c'est un jeu qui a pas beaucoup de notoriété pour l'instant, qui commence à aller un peu dans les distributions. Il y a une communauté un peu active en ligne.
Mais voilà, on va lui donner son spotlight aujourd'hui dans votre podcast. Exactement. Oui, voilà, c'est ça, notre podcast qui a pignon sur rue, qui est partout, n'est-ce pas Antoine ? Ouais, exactement, partout. Voilà, une fois de plus, nous ne sommes pas sponsorisés, n'hésitez pas. Hein. Oui, c'est ça, nous ne sommes pas sponsorisés par Terres Étranges, ni par Johan Scipion, ni par personne, mais effectivement, nous ne crachons pas sur un petit sponsor de temps en temps. Pour ça, contactez Antoine, c'est lui le portefeuille de Tales. Exactement. Du coup, ça se présente sous quelle forme exactement c'est des ouvrages classiques Alors, Sombre, c'est un jeu un peu particulier. Le format sous lequel tu peux l'acquérir, en fait, c'est des petits livrets format A5. Ils font une 50aine de pages en moyenne, que l'auteur publie régulièrement, avec dedans parfois des règles, parfois plus des commentaires sur la façon de jouer. C'est un peu des carnets de maître du jeu où il raconte un peu ses parties, puis il fait des parties un peu plus théoriques sur comment il monte son ambiance, comment il gère ses joueurs. Enfin, voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience dans ce qu'il a fait avec son jeu et qui du coup partage beaucoup de ces choses-là dans ses carnets. D'accord. Moi, ce que j'avais noté, c'est qu'il y a 11 numéros de Sombre classique, plus 10 hors-série actuellement. C'est édité et publié depuis 2011 sous la forme sous laquelle on connaît. Ouais. Tu peux nous dire peut-être un peu plus sur l'histoire du jeu, la création Ouais, alors le concept du jeu, du coup, c'est de jouer jouer un scénario qui est en fait un scénario de cinéma, de film d'horreur. Donc les joueurs finalement sont ils incarnent pas des héros, ils incarnent des victimes de films d'horreur. Ça veut dire un groupe de personnes qui est ordinaire, qui se retrouve dans une situation extraordinaire et qui est complètement dépassée par ce qui se passe, qui fait tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, mais qui au final n'arriveront très probablement pas à s'en sortir, même s'ils sont dans la voiture avec le carburant et qu'ils ont réussi à fuir les zombies. Parfois ça ne suffit pas. Du coup, ce jeu, il est né de l'envie de ce monsieur, de Johan Scipion, de créer vraiment une ambiance et un type de jeu qui permettent de retranscrire efficacement l'ambiance de ces films d'horreur. Et donc c'est comme ça qu'est né un peu Sombre classique, parce qu'il y a maintenant 3 types de Sombre. Mais du coup, Sombre classique, c'était surtout ça, c'était créer un type de jeu qui soit à la fois rapide, efficace et qui remette en place facilement l'ambiance film d'horreur. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire des one-shots, en fait des sessions uniques. Ouais, la plupart du temps, les sessions sont uniques. Après, il a diversifié pas mal son truc, donc maintenant, c'est possible de faire des sessions multiples sur un même scénario, mais la base du jeu, je pense ce qui en fait son attrait, c'est que c'est du très bon matériel pour faire effectivement du one-shot, et même des one-shots très très courts, hein, parce que je vous avais fait le premier scénario, il durait 30 minutes, et c'était plié. Et tu peux nous donner un petit peu une liste non exhaustive, hein, mais rapide de ses références, des films desquels il s'inspire pour faire ses scénarios ? En fait, à l'entrée de chaque scénario, il met un peu les titres des films qu'il utilise. Donc, sur le scénario zombie, par exemple, il y avait La Nuit des Morts Vivants, Rambo. C'était un peu étrange, mais voilà. Mais c'est souvent des films qui sont peut-être un peu vieux maintenant, souvent des films américains aussi, avec pas mal de clichés et des choses de genre. Antoine nous a bien fait ressentir le côté Rambo quand il a joué. Oui, exactement, oui. D'accord, et j'ai entendu parler d'un univers un peu étendu. Ouais, alors il y a un autre monsieur qui s'appelle Thomas Mulner, si j'ai bon souvenir. C'est ça, oui. Qui a construit un univers qui s'appelle Milvaux. Donc c'est un univers en fait centré en Europe, post-apocalyptique en fait, après qu'un mildiou se soit répandu et détruit toutes les cultures du monde, et du coup l'humanité survit dans des retranchements, des petits camps, ils galèrent pour avoir de la nourriture, et puis toutes les installations nucléaires se sont déréglées, donc il y a toute une histoire de radiation et de beaucoup de choses qui sont teintées, et puis en plus de ça il y a des espèces de démons qui ont ressurgi aussi, donc voilà, c'est un univers très propice à la survie de l'humanité, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup il a écrit beaucoup de scénarios et de choses comme ça là-dessus, et il y a une communauté qui s'est un peu créée autour aussi, sur un partage de ces scénarios sur le forum de la maison d'édition Terres Étranges, où on peut retrouver vraiment tous ces trucs là. C'est marrant parce que
Ça me fait une petite vibes Fallout et en même temps une petite vibes Interstellar avec cette histoire de mildiou. Je sais pas si tu vois, mais il y a un petit mix des deux, quoi. C'est assez marrant comme. Et toi, du coup, t'as joué en mode campagne dans cet univers-là? Moi, j'ai pas joué en campagne, j'ai joué en one-shot. Mais j'ai joué en one-shot dans Mildiou. J'ai joué des one-shots. Dans Mildiou. Dans Mildiou. Dans le Mildiou. Non, dans Milvaux, j'ai fait 2-3 one-shots avec mon ami, puis on a fait des scénarios un peu plus classiques aussi, qui sont présents dans les bouquins de base. Ok, donc du coup ça c'était plus pour le côté, on va dire, univers et background autour du jeu. Le jeu, on va en reparler, il a une particularité qui est, on va dire, la simplicité assez extrême de son système. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système de sombre? On va commencer par sombre classique, le tout premier. Ouais. Comment ça se joue en fait sombre concrètement? Et bah du coup les joueurs jouent des victimes, comme on en a parlé avant. C'est des personnages principaux, mais c'est certainement pas des héros. Ce sont des gens de la vie de tous les jours qui se retrouvent dans une situation horrifique, puisqu'on est dans un univers vraiment de films d'horreur où finalement les gens meurent les uns après les autres, se font massacrer. Enfin, c'est vraiment ça le concept. Et donc pour aller dans ce genre d'univers où finalement la situation se dégrade très vite et de façon assez inéluctable, il y a un système de jeu qui est finalement assez simple. Les joueurs, ils ont une fiche de personnage qui tient sur un format A5 avec leur nom, leur occupation s'ils en ont une, les avantages et désavantages s'ils en ont, leur personnalité, et ça on va revenir après dessus parce que c'est plus important. Et puis 2 scores, le score de corps et le score d'esprit. Donc les scores, c'est des colonnes de cases à cocher finalement. Vous commencez à 12 et puis quand vous prenez des dégâts, vous cochez les cases en fonction pour descendre votre score de corps. En fait, c'est une barre d'endurance ou une barre de points de vie. C'est ça. Et une barre de moralité ou je sais pas, de force d'esprit, de mana, je sais pas comment le dire, mais... Exactement. Et donc quand vous prenez des dégâts physiques, vous perdez du corps, et quand vous prenez des dégâts mentaux, on va dire, que vous voyez quelque chose d'horrible, vous prenez des points d'esprit. C'est un petit peu comme finalement comme dans la San dans Cthulhu. Si on veut. Ouais, c'est un peu la sanité de Cthulhu. Okay. Et du coup, il y a 2 façons de mourir dans le jeu, soit vous arrivez à 0 de corps, soit vous arrivez à 0 d'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous devez résoudre une action qui est en tension, que vous devez savoir ce qui va se passer, on est dans un jeu de rôle, vous allez faire un jet de dés. Et donc ça se joue avec un dé 20. Vous lancez votre dé 20 et vous devez, pour réussir votre action, avoir un jet qui est inférieur au score que vous utilisez. Donc si je vous dis de faire un jet de corps, vous devez faire en dessous de votre score de corps ou égal à votre score de corps. Et si c'est un jet d'esprit, c'est la même chose. Et du coup, comme au fur et à mesure de la partie, vous allez perdre du corps et de l'esprit, les jets sont de plus en plus difficiles à réussir aussi. Ça a de moins en moins de chances de réussir tes jets au fur et à mesure de la partie. Exactement. Mais du coup, il y a quand même la possibilité de donner une lueur d'espoir au personnage. Une lueur d'espoir. Ouais, une lueur. Ouais. C'est une lueur, après ça s'éteint. On va assez vite éteindre, ouais. Mais voilà, mais il y a quand même dans l'idée de pouvoir faire croire au personnage qu'il a peut-être une chance de s'en sortir, comme dans les films, quand d'un coup ils se saisissent d'un objet sur le côté et qu'ils s'en servent pour assommer la personne qui les assaille et ils arrivent à courir 5 minutes de plus, et là il y a le même principe, c'est l'adrénaline. Et au fait, tu disais juste avant qu'on jouait des victimes. Ouais. Mais on est d'accord qu'on joue des victimes qui ne sommes pas au courant qu'on est des victimes. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on veut survivre. Ah oui, le but c'est de vous regarder et essayer de survivre. Ça, le joueur sait que c'est mort, mais le personnage, lui, sait pas du tout que c'est mort. Non, comme dans tous les films d'horreur. Dans tous les films d'horreur, le personnage il commence pas en disant oh bon, c'est trop tard. Non, tu regardes la bande-annonce du dernier Scream là, qui vient de sortir, là, ils sont tous en train d'essayer de s'en sortir, alors qu'ils vont tous mourir, et on le sait. Oui. Donc là, c'est exactement le même principe. Et donc pour donner une lueur d'espoir au personnage, et parfois aux joueurs qui s'attachent au personnage, il y a le système d'adrénaline. Et donc le système d'adrénaline, c'est que tous les 4 points de corps que vous perdez, donc vous en avez un au début, puis quand vous arrivez à 8, puis à 4 de corps, vous débloquez un nouveau point d'adrénaline qui est utilisable une fois. Et ce point d'adrénaline, il vous permet de faire un de vos jets, non pas en ciblant en dessous de votre score de corps actuel, mais en ciblant en dessous de votre score de corps initial qui est de 12. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être à 4 de corps et vous pouvez faire un jet en visant 12 qui vous permettra peut-être de vous en sortir un peu plus tard. Ok, donc ça on va dire que c'est globalement les mécaniques pour pouvoir jouer à sombre classique. T'as à peu près, je pense, presque tout dit, on n'est pas forcément obligé d'être exhaustif. Il reste un truc, c'est quand même l'esprit. D'accord. Comme quand vous perdez du corps, vous débloquez des points d'adrénaline. Quand vous perdez de l'esprit, vous n'allez pas gagner une amélioration, vous allez vous dégrader en fait, puisque vous allez dégrader votre personnalité. C'est-à-dire que quand vous jouez à sombre,
on vous attribue une personnalité au début. C'est ce que Antoine expliquait. On peut être courageux, puis téméraire, puis suicidaire. Ça veut dire que vous avez une petite carte de personnalité avec 3-4 lignes dessus qui expliquent comment jouer votre personnalité. Ça aide au roleplay. Et puis, au fur et à mesure que votre esprit se dégrade, et la personnalité, elle se dégrade aussi pour arriver vers quelque chose de plus en plus extrême. Donc ça aide aussi à jouer le roleplay et la dégradation du personnage face à l'horreur qu'il affronte. Et donc, tu avais dit en tout début là, de podcast, tu avais parlé de plusieurs systèmes de sombre. Là, on détaillait sombre classique, mais il en existe d'autres, du coup. Ouais, donc il y a, à ma connaissance, il y a 3 systèmes qui existent actuellement. On en a joué 2, nous. On a joué donc sombre classique et on a joué sombre max. Sombre max, en fait, c'est l'idée de vouloir reproduire un peu un sous-genre d'horreur qui est ce que Joanne Scipion appelle l'actionneur horrifique. Donc c'est ces films où en fait les personnages de base sont légèrement plus robustes et plus impressionnants que des gens ordinaires, mais ils vont se retrouver aussi dans une situation où de toute façon ils ne pourront rien faire. Donc les exemples qu'ils donnent, c'est par exemple Predator, où tu as un groupe de mercenaires qui est capable quand même de se battre, qui est supérieur à l'humain normal, mais qui va quand même finir par se faire traquer et éliminer par le Predator. À la fin de Predator, Schwarzy gagne. Spoiler. Ouais, Schwarzy gagne toujours. Schwarzy gagne à la fin. Il bute le Predator et il s'en va dans l'hélicoptère. Oui, mais ça c'est parce que c'est un film. Moi, à la fin de Sombre Max, on n'est pas parti dans l'hélicoptère. Ouais, non, vous y étiez presque. T'avais pas d'hélicoptère. Non, déjà, il n'y a pas d'hélicoptère qui est venu me chercher. Premier mauvais point. Et second mauvais point, on est mort noyé. Ouais. Voilà, un peu dégoûté, quoi. Perdu dans le bayou. C'est comme ça. Ok, d'accord. Donc Sombre Max, c'est une version, on va dire, un petit peu plus adrénalinée, un peu plus musclée. C'est un peu le pulp, en fait. Un peu le pulp, sombre. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu plus... les règles sont un peu plus simplifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de score d'esprit. En fait, votre personnalité, elle évolue au fur et à mesure du jeu, de toute façon, qui est décomposé en scènes. Et votre score de corps, il ne vous limite pas sur vos jets. Vous tirez toujours en dessous du même niveau, qui est à 12 au départ. Mais autrement, c'est le même principe et les mécaniques sont les mêmes en dessous. Les ennemis sont peut-être un peu plus vénères dans Sombre Max, non ? C'est difficile à comparer parce que ça se comporte pas exactement de la même façon. On peut dire que les ennemis dans Sombre Max, en tout cas, ont l'air plus vénères parce que les personnages qu'on présente au début ont l'air plus forts. Mais au final, la différence, elle est tellement énorme entre ce qu'on appelle les antagonistes et les personnages, que ce soit dans le classique ou dans le max, que finalement... Oui, si jamais devant la horde de zombies, on avait eu des personnages qui étaient bien stuffés et qui avaient plus de répondants, ça aurait pas changé grand-chose. Au lieu de couper 2 têtes, il en aurait coupé 10, Antoine, mais il serait mort quand même. Exactement. Mais du coup, on parlait un petit peu là... ça dure combien de temps une partie de sombre ? Parce que dans celle qu'on a jouée, ça varie entre 30 minutes à 2-3 heures, en général. Ouais, alors en fait, c'est hyper varié sur les scénarios qui sont déjà disponibles dans les bouquins. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont tout simplement timés. Ça veut dire que ça se joue en temps réel. Il a fait des variantes où vous avez 15 minutes pour faire le scénario ou 20 minutes pour faire le scénario. Et il y a des scénarios qui sont pas timés, mais en fait... Joanne Scipion, il fait beaucoup de conventions, il a beaucoup présenté ses jeux, il les a beaucoup joués, et du coup, il a une bonne maîtrise de tout ce qu'il a publié, donc il est capable de donner une estimation de la durée de ses scénarios, et en général, c'est une bonne estimation, et donc quand tu feuillettes un peu les bouquins, tu choisis un peu le scénario que tu veux, selon la durée que tu veux aussi, c'est-à-dire qu'il propose des trucs à 30 minutes, il propose des trucs à 1 heure, il propose des trucs à 2 heures, 3 heures, et en général, je pense que c'est le seul jeu de rôle où l'estimation du temps de jeu a vraiment collé avec notre temps de jeu à nous. Parce que habituellement on multiplie plutôt par 2, mais là on a été plutôt bon élève. Après ça va avec le fait que les scénarios sont plus des couloirs, dans le sens où c'est très scripté par rapport à d'autres jeux de rôle, donc forcément t'as quand même beaucoup moins de place pour digresser comme on aime faire. C'est ça, il y a beaucoup, effectivement c'est un script de cinéma, tout ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez imaginer, en fait, Joanne Scipion, il l'a déjà anticipé, et du coup, les réponses, elles sont déjà prêtes. Oui, puis t'as des entonnoirs, en fait, dans le sens où, quelle que soit la manière dont tu décides de réagir face à cet ennemi, en fait, finalement, la réponse sera pas toujours la même, mais
ça finira toujours de la même façon, où t'as beau lui tirer dessus, essayer de lui trancher quelque chose, ou renverser, enfin, tout ce que tu pourrais imaginer dans ta spontanéité d'improviser, au final, l'ennemi va se relever, va te courir après, esquiver, ne rien sentir, passer au travers, ce que tu veux, et voilà, c'est tout, quoi. C'est ça, il y a des impératifs narratifs qui font que de toute façon, tu pourras pas sortir des murs comme tu pourrais faire dans un Donjons et Dragons. C'est un jeu qui se porte particulièrement bien avec les pré-tirés. Hein. C'est quand même beaucoup des pré-tirés qu'on joue. Alors nous, je nous ai fait jouer que des pré-tirés parce que pour faire des personnages pas pré-tirés, c'est tout à fait possible. Il y a certains numéros de Sombre qui donnent des outils pour faire ça rapidement même. Mais je trouve que c'est mieux à faire en présentiel du coup pour vous filer les fiches et tout ça, parce qu'en fait le matériel de jeu, les cartes de personnalité, les cartes de personnages, tout ça sont dans les bouquins en fait. Tu peux les détacher, les photocopier, les réimprimer, et du coup il y a quand même un côté matériel, c'est très minimaliste, hein, c'est du papier, mais il y a un petit côté matériel que je trouve qui est pas négligeable pour faire la création de personnages. Je trouve que c'est plus sympa d'être assis autour d'une table et d'en discuter ensemble pour constituer un groupe qui colle pour un film d'horreur, quoi. Après, on avait joué un système de création où tu nous avais laissé choisir la personnalité qu'on voulait incarner pour jouer. Je sais plus si tu nous as montré ou pas comment ça se terminait pour le personnage. Je vous avais donné que la première. Voilà. Et tu nous avais laissé choisir le thème de la personnalité. Est-ce qu'on voulait être, je sais plus ce que c'était, passionné ou des choses comme ça. Et du coup, finalement, la création de personnage se limite. Enfin, c'est rapide. Tu choisis ta personnalité, mais on a tous les mêmes caractéristiques de base qui sont, pour le classique, 12 points de corps et 12 points d'esprit. Donc en fait, au-delà de l'archétype qu'on veut jouer et de la personnalité qu'on joue, la création va vite, j'imagine. Ouais, c'est ça. En fait, et sur les quelques trucs que j'ai vus, moi, où il racontait un peu la création de personnages avec des joueurs qui avaient l'habitude, ça avait l'air d'être assez rapide et efficace. En fait, tu crées ton personnage, tu mets 2 lignes de background, faut créer un peu de tension entre les personnages ou des liens, et puis voilà, quoi. C'est sûr qu'en comparaison de Rêve de Dragon, hein. Je vois pas de quoi. Arrêtez. On a passé qu'une journée sur le nombre de poches de mon personnage. Exactement. Non, mais mon personnage n'est qu'à moitié fait après avoir fait une session de 3 heures de création de personnage. Hein, j'ai pas encore fait les sous-parties de son pactage ni ce qu'il a dans sa petite trousse. Mais une fois qu'il sera fait, il sera personnalisé. Oui, mais voilà, on espère quand même. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Bref, du coup, après avoir dit tout ça, on va commencer par le côté joueur. Peut-être Antoine, tu peux commencer. À ton avis, pour les joueurs, à qui ça s'adresse ? Alors, moi, je trouve que ça s'adresse à peu près à tout le monde sur le plan de la mécanique. C'est-à-dire que c'est très simple à jouer, c'est simple à comprendre. Pas besoin d'être un joueur avec de l'expérience. Il y a ce côté un peu maison fantôme. Dans le sens où c'est vrai que c'est assez dirigiste et que du coup pour les joueurs débutants c'est plutôt bien parce que tu es accompagné par la main, le scénario il te guide et tu vas pas être perdu dans un bac à sable dans une ville avec 15 000 possibilités. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de souci du point de vue des mécaniques. Après pour ce qui est du point de vue des thèmes abordés, on en discutera un peu après. Là mon avis est différent, mais en tout cas sur un point de vue mécanique pur et de possibilité de jouer, je pense que ça s'adresse à peu près à tout le monde. Après juste avant de parler du côté MJ, pour continuer à parler du côté joueur, moi je trouve que effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt simple à jouer et c'est facile à prendre en main quand on connaît pas bien le jeu de rôle. Par contre le bonus je trouve côté joueur, c'est vu que le jeu investit pas beaucoup le roleplay. Ça peut être quand on connaît pas du tout le jeu de rôle et qu'on peut être un peu, je sais pas moi, intimidé par le côté théâtre autour d'une table. Je trouve que le jeu te permet d'assez facilement déconner, pas forcément rentrer à 100% dans le roleplay de ton personnage, et que ça peut être un point positif quand tu commences à jouer, parce que finalement il est pas très exigeant niveau roleplay, le jeu, je trouve. Et que ça, pour des joueurs débutants, c'est un truc qui peut être impressionnant ou en tout cas intimidant, et qui est plutôt positif pour le jeu. Alors du coup, du point de vue du MJ, on va se retourner vers Johan. Qu'est-ce que t'en penses ? Tout le monde me regarde. Du coup, toi, c'est ta première expérience de mastering, en fait. Ouais, c'est ça. C'était le premier jeu que j'ai masterisé. Les scénarios sont extrêmement complets. Comme je vous disais, il a envisagé un peu toutes les possibilités, donc ça donne un gros filet de sécurité. Mais la façon dont c'est rédigé... c'est parfois un peu perturbant parce que du coup c'est une écriture très directe, on a l'impression que c'est très simple quand on le lit
et parfois il y a un décalage avec ce qui se passe vraiment quand vous gérez une table. Et du coup, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un peu d'expérience avant d'essayer de masteriser ce jeu-là, et probablement d'avoir fait une partie, d'avoir joué une partie en tant que joueur aussi pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Mais je pense que pour un premier scénario à masteriser, c'est pas forcément le meilleur choix parce que justement le style est très pur et du coup il y a beaucoup de choses qui sont des automatismes de MJ qu'on n'a pas quand on commence à masteriser et qui pourraient enrichir la partie de façon plus intéressante si le MJ avait plus d'expérience. Oui, je pense qu'on est assez d'accord, hein. C'est pas forcément un jeu qui s'adresse au maître du jeu débutant parce que effectivement, comme tu le dis, il y a ce côté où ça a l'air simple parce qu'il y a une ambiance à faire, il y a une ambiance à créer avec peu d'éléments. Et en fait, cette ambiance, je pense qu'elle n'est pas facile à maintenir pour un MJ débutant, même malgré le fait que les règles sont. On parlait des règles qui sont assez simples. Mais ça, pour moi, le fait que les règles soient très simples, c'est pas en aide pour le maître du jeu. Par exemple, c'est-à-dire que des fois, quand dans un jeu un peu plus charnu en règles, les règles, elles peuvent te permettre d'axer ton scénario, ou quand les joueurs ont des choses à faire, au niveau règles, tu peux peut-être te recadrer dans ton scénar, etc. Même des fois, elles t'accompagnent, les règles, elles t'aident à faire évoluer ton scénario, et là, c'est pas le cas. C'est juste la capacité du maître du jeu à improviser et à suivre le cadre. Et donc c'est pour ça que je trouve effectivement, moi c'est la sensation que ça m'avait donné même en tant que joueur, c'est que ça avait pas l'air simple à masteriser. Ça, en fait, le pari initial de ce jeu, c'est de faire quelque chose de simple et d'épuré. Et du coup, parfois, quand c'est trop épuré pour masteriser, c'est effectivement plus compliqué quand t'as moins de filet de sécurité, finalement. Le vrai filet de sécurité, c'est que quoi qu'il arrive, l'histoire, elle va avancer dans la même direction, mais sur effectivement la gestion de l'ambiance, la gestion des personnages, des réactions, des PNJ, tout ça, il y a finalement peu de choses qui sont données dans les scénarios, et donc ça laisse beaucoup à trouver pour le maître du jeu. On dira que c'est plus un système qui est mis à la disposition du MJ pour enrichir le background. Tu vas prendre des scénarios, mais il te donne la liste de ses inspirations. Si on reprend le scénario de Zombie, il te dit voilà, c'est House of the Dead, c'est des choses comme ça, et c'est à toi en fait derrière d'aller mettre des choses dedans pour essayer de rendre ton truc plus touffu et de mettre un petit peu de toi dedans en fait. C'est ça. Ce qui est parfois plus difficile quand tu commences, quoi. Ah ouais, clairement. Donc c'est un jeu qui te fait vivre des films d'horreur et tu vas devoir choisir un petit peu les films d'horreur que tu as envie de faire jouer à ta table. L'horreur, un peu comme le suspense, la tension, comme dans Cthulhu, finalement c'est la création d'une ambiance à une table. Donc c'est quand même très, très lié à l'ambiance sonore que tu vas pouvoir mettre dedans ou des choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu as utilisé pour essayer de, même si je sais que c'est pas forcément le truc que tu préfères faire, pour essayer de sonoriser un petit peu ta table et apporter ce petit plus d'ambiance qui permet de vraiment mettre tes joueurs dedans? Alors, j'ai pas utilisé votre logiciel promotion là. Audio Tabletop, le meilleur logiciel sur Terre pour sonoriser les parties de jeux de rôle en vrai ou en ligne. Ils ont sorti un add-on Cthulhu. Et attention. Et en plus, ils viennent de sortir une table spéciale Cthulhu que j'espère que tu as écouté et utilisé déjà, non? Je l'ai déjà utilisé. Je réutilise jeudi prochain. Ça c'est qu'ils ont écouté votre podcast. Ouais, probablement. Non, j'ai pas. Effectivement, moi, l'ambiance, la musique, tout ça, c'est pas un truc que je travaille énormément parce que j'ai pas encore les compétences pour ça. Mais je pense que l'ambiance d'horreur, elle dépend vraiment du scénario en lui-même. Déjà, j'ai pas utilisé les mêmes sonorisations sur le premier scénario 30 minutes qui était dans la Seconde Guerre mondiale que le scénario zombie qui était plutôt ambiance maison abandonnée au fin fond des États-Unis, en plein désert. Le dernier qu'on a fait qui était plutôt version New Orleans. Donc faut chercher un peu entre tout ça. J'ai pas particulièrement visé de générer une vraie tension horrifique à la table parce que nous on joue en s'amusant la plupart du temps, c'est des trucs qu'on prend plutôt au second degré, donc c'était plus une ambiance musicale sur le style, donc je crois j'ai utilisé surtout YouTube en regardant un peu les playlists ambiance Dark Far West ou des choses comme ça. J'ai trouvé un super solo de guitare pour l'ambiance New Orleans qui était pas mal. Incroyable. Et puis après j'avais utilisé pour les tout premiers, je pense j'avais utilisé des musiques de Darkest Dungeon, là, le jeu vidéo, parce que ça collait assez bien avec l'ambiance un peu... c'était une ambiance assez rapide, en même temps assez sombre, du coup ça collait plutôt bien.
D'accord. T'as des choses à rajouter, Antoine, sur la création d'une ambiance là un petit peu horrifique, parce qu'on va dire que t'es le deuxième MJ horreur à cette table, donc peut-être que t'as des petits tips supplémentaires à ajouter. Écoute, je trouve pas que l'ambiance quand nous on joue à Sombre, je trouve pas que ce soit du tout la même type d'ambiance que quand on joue à Cthulhu ou à Broken Tales par exemple. Après, la grosse différence, c'est que Sombre, on le joue effectivement en se marrant, alors c'est ça. Cthulhu, c'est pas qu'on se marre pas à la table de Cthulhu, c'est qu'on essaie de jouer premier degré. On se marre pas trop quand même. On pourrait jouer à Sombre au premier degré. Si on se marre trop à Cthulhu, on perd de la sanité. Mais peut-être que peut-être que les thèmes abordés dans Sombre nous empêchent de jouer trop premier degré. Oui, en fait Sombre, je trouve que pour le côté pesant horrifique, moi en tout cas ça me capte moins là-dedans parce que les personnages sont moins développés et du coup on prend un peu au second degré. Là où quand on joue à des jeux comme on disait Cthulhu Broken Tales, le personnage, on a une plus grande compréhension et le scénario durant plus longtemps, il nous amène de lui-même au fur et à mesure vers une ambiance plus sombre. Souvent quand on joue à Cthulhu, ça dure 8 heures, les 2 premières heures on rigole, mais à la 6e heure, il n'y a plus personne qui rigole autour de la table. Et ça se fait un peu de manière naturelle. Ça s'appelle la fatigue. Vous êtes con. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas de type particulier. C'est vrai que j'aime bien utiliser Tabletop avec pour les bruits audio, les musiques un peu particulières. Non, après, l'ambiance, elle se fait naturellement autour de la table. Hein, pour revenir sur l'ambiance, juste un dernier truc. Moi, quand je jouais avec mon ami, que c'était lui qui masterisait, lui, il mettait pas je sais pas si c'était de la musique ou des bruits d'ambiance, c'était un peu entre les deux, mais c'était un truc hyper angoissant que moi je trouvais très déstabilisant et je me suis posé la question de vous le faire pour le scénario zombie, puis j'ai trouvé ça vraiment trop bizarre. C'était des gens qui criaient, des gens qui psalmodiaient dans des langues un peu étranges, avec des bruits un peu de friture électrique et des trucs comme ça. J'ai dit non, c'était pas notre style. Bon, c'était sans doute pas nécessaire pour mettre les gens autour de la table mal à l'aise. Ouais, voilà. Très bien. On va pouvoir passer un petit peu à l'avis personnel de chaque personne autour de cette table sur ce jeu, un avis un peu global sur ou un point particulier qu'on voudrait soulever. Antoine, je te laisse commencer. Oui, on va commencer par mon avis, le plus tranché. Moi, je suis assez mitigé sur Sombre. Alors, déjà, tout ce qui est sur le plan mécanique, je suis pas particulièrement un grand fan du système de jeu. Je sais pas, ça me parle pas plus. Je le trouve pas mauvais ni quoi que ce soit, mais quand je joue avec, ça résonne pas. Je trouve pas que je me sens impliqué dans le personnage. Ça fait très mécanique. Je trouve pas qu'il y ait une élégance des règles qui accompagne le jeu, même si effectivement les points d'adrénaline, ça retransmet bien le sentiment de peur et qu'on peut ressentir devant un film d'horreur. Moi, j'ai un plus gros problème avec les thèmes abordés. On n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. Il y a quelque chose qu'il faut absolument faire avant de commencer à jouer à Sombre, c'est faire un peu ce qu'on appelle le contrat, c'est-à-dire qu'il faut autour de la table discuter des thèmes qui vont être abordés avec les joueurs pour voir si les joueurs sont en accord avec les thèmes, en tout cas ils vont pouvoir être abordés sans problème autour de la table. Et moi je trouve qu'il y a des choses dans les scénarios qui n'ont pas leur place. En plus j'adore ça moi, les jeux d'horreur, etc., mais on a fait notamment 2 scénarios, alors je vais pas spoiler ni quoi que ce soit, mais il y a eu des scènes dans les scénarios que j'ai trouvé un peu extrêmes, sans apport particulier d'un point de vue scénaristique. Par exemple dans le dernier scénario qu'on a fait, il y a je trouve un super mécanisme, c'est la scène post-générique, c'est-à-dire qu'on arrête de jouer et l'écran de fin apparaît et le narrateur nous raconte une scène post-générique. Et la scène post-générique, donc très bonne idée, et j'ai trouvé que la scène, si vous voulez, elle aurait eu sa place, mais il y a eu des choses qui sont passées durant la scène, des thèmes un peu abordés qui pour moi n'apportent rien de plus et peuvent être très choquants. Moi ça m'a pas du tout mis à l'aise autour de la table, j'ai pas senti j'ai vu vraiment aucun intérêt à cette scène, et c'est ça que je reproche un peu à ce jeu, c'est je trouve que des fois dans l'écriture des scénarios il y a des choses j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est là,
Et je pense que ça peut choquer. Donc tout à l'heure, on a dit à qui ça s'adresse. Oui, ça s'adresse à tout type de joueurs. Pour la mécanique, je ne suis pas sûr que ça s'adresse à tout type de joueurs pour l'ambiance ou en tout cas les scénarios. Après, tu as autant de thèmes de scénarios, j'imagine, que de MJ. Et il y a probablement des scénarios, effectivement, qui vont aborder des thèmes qui sont interdits pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et il faut ajuster son type de scénario en fonction de ses joueurs. C'est pour ça, je pense que le contrat en début de partie est important. Mais on a fait, sur les deux gros scénarios qu'on a fait, je trouve qu'il y a des choses, pour moi, je trouve pas ça bien, enfin je trouve pas ça intéressant de rajouter ça dans le scénario. Il y a deux choses qu'on a fait, c'est que d'une part, je vous l'ai dit, c'était les premiers trucs que je masterisais, et effectivement le contrat, on n'en a pas parlé ouvertement, c'est-à-dire que Alors juste le contrat, est-ce que tu peux vraiment formaliser ce que c'est un contrat? On en a un peu parlé, mais juste formaliser, c'est quoi le contrat qui devrait être fait dans ce genre de jeu avant de jouer? Dans ce genre de jeu, le contrat, il faut que ce soit il faut expliciter les thèmes qui peuvent choquer, qui sont abordés dans les scénarios, et voir si tout le monde est d'accord avec ces thèmes. Je pense qu'il faut poser la question parfois, même à chaque fois individuellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le poser en groupe, parce que parfois les gens n'osent pas dire ce qui les choque non plus en groupe, alors qu'en fait ils ne sont pas à l'aise avec. Et là, en fait, c'est vrai que nous, le contrat, on ne l'a pas passé explicitement parce que on se connaissait déjà un peu. Et que du coup, effectivement, il y a des choses qui étaient choquantes dans ces scénarios. Moi, j'ai fait le parti de pas modifier les scénarios, alors aussi parce que j'ai peu d'expérience dedans, donc je l'ai pas changé. Et effectivement, c'est vrai que là, si je les refaisais, probablement que j'essaierais de modifier quelques petites choses pour retirer justement ces parties qui sont peut-être un peu plus choquantes et qui, alors, apportent rien à l'histoire. Pour la scène post-générique, je peux comprendre. Pour l'autre scénario, par contre, je trouve que ça participait à construire l'anticipation de ce qui allait se passer. C'est pour ça que j'ai pas parlé de celui-là. Non, pour l'autre scénario, c'était justifié, je suis d'accord, ça nous rendait encore... Enfin, ça rend plus répulsant le personnage, et ça a bien fonctionné. Oui. Mais effectivement, il y a probablement un travail d'adaptation à faire pour chacun sur le scénario, sur les scénarios qui sont proposés. Pour les rendre adaptés à la table de jeu. Et donc soit vous connaissez votre table, et même dans ce cas-là, je pense qu'il faut quand même proposer le contrat, mais surtout si vous connaissez pas votre table et que les gens connaissent pas Sombre, il faut leur dire explicitement, ça peut être trash, ça peut être hardcore, ça peut être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, les thèmes c'est ceux-là, est-ce que ça vous va ou pas? C'est assez curieux quand même, parce que c'est un jeu de convention principalement, un jeu qui était joué avec des inconnus, enfin des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, je veux dire. Et Johan Scipion, il en parle de ça dans ses interviews. Il dit que chaque MJ doit un petit peu intégrer les mécaniques de Sombre et surtout les scénarios, et y apporter du sien pour l'adapter à sa table. Et je me demande, lui, comment il le jouait en convention avec des gens qu'il connaissait pas, si jamais, oui ou non, il passait ce type de contrat. Le jeu qui inspire beaucoup Sombre, il en parle, c'est Cult. Et dans Cult, explicitement, il vous demande de faire ça. Il vous demande de définir avec les joueurs les thèmes interdits, avant même de parler de scénario. C'est quoi les thèmes, Johan, que tu refuses que tu veux pas voir à ta table? Antoine, c'est pareil. Et on commence par faire la liste par joueur des thèmes interdits. Et ensuite, dans le scénario, on évoque les thèmes un peu inédits et on voit si jamais ils sont abordables ou pas. Il y a vraiment ça dans Cult, et c'est vrai que dans Sombre, alors que c'est un jeu avec lequel il joue avec des gens qui ne le connaissent pas, il aborde pas ça. Ce qui est un peu curieux. Je me demande si jamais il le fait et que ça fait partie de ces réflexes de MJ dont tu parlais, où finalement, quand ça fait longtemps que tu masterises, tu sais qu'il faut faire ça et t'as pas besoin de l'écrire parce que c'est évident pour toi, ou si jamais en fait il le fait pas et que le côté choquant est volontaire et fait partie du jeu. Ça, c'est le truc qui est encore, je trouve, un petit peu difficile à cerner. Après, il y a clairement... les scénarios qu'on a joués, c'est des scénarios qui sont plus longs. Le scénario d'introduction ou les scénarios qui sont timés en 15, 20, 30 minutes sont moins durs sur les thèmes abordés. Donc je me demande si c'est pas aussi la question de, effectivement, les gens avec lesquels ils jouent. Est-ce qu'en convention ils jouent ces scénarios de 2-3 heures, peut-être moins, et du coup c'est des choses qu'il joue avec ses joueurs à sa table. Il a peut-être plus l'habitude de le faire comme ça aussi. Et toi, Jean, du coup, tu voulais nous dire un petit mot sur le jeu? Oui, voilà, exactement. J'allais te demander si jamais tu avais tout dit sur ça, Antoine, avant d'enchaîner. Du coup, moi, mon avis sur le jeu... Si tu penses à autre chose, je le dirai. Évidemment, je compte sur toi.
Moi, je suis pas parfaitement d'accord avec toi sur le thème des mécaniques. Je trouve que les mécaniques du jeu, alors on aime ou on n'aime pas, mais elles servent très très bien le propos du jeu. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'en fait, les systèmes ils disent des choses sur les jeux et que tous les systèmes vont pas avec tous les jeux et que voilà, ça sert un propos. Et dans ce jeu-là, je trouve que le système sert parfaitement son propos de l'urgence du film d'horreur où en fait la situation se dégrade au fur et à mesure, comme dans un film d'horreur, où en fait on est de plus en plus acculé, de plus en plus blessé, de moins en moins puissant, et le système transparaît complètement ce truc-là, où en fait au fur et à mesure on devient de plus en plus mauvais, c'est de plus en plus dur de tirer, de faire une réussite ou quoi que ce soit, et on finit forcément par juste se faire bouffer, se faire attraper, se faire tuer, ce que tu veux. Et le système, il fait ça à la perfection parce qu'il dégrade nos points, plus ça va. Et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Ce que je trouve plus difficile, c'est que le système en sombre classique, il essaie de te faire interpréter des choses avec le système de personnalité, où tu commences avec une personnalité... on va dire non pathologique, qui finalement se dégrade de plus en plus vers un truc très pathologique. Tout à l'heure, on parlait d'Antoine, qui était brave, téméraire ou courageux, je sais plus, et qui, en fait, à la fin de la session, finit suicidaire. Là, je trouve que ça marche pas très très bien, dans le sens où, en fait, le jeu va tellement vite, la dégradation des personnages va tellement vite, qu'on n'a pas vraiment le temps d'interpréter ce truc-là et de vivre la dégradation d'un point de vue mental. Je trouve que vraiment c'est trop rapide. En fait, l'idée est bonne, fonctionne, mais les scénarios sont pas assez longs pour que ça fonctionne. Et en tout cas pour moi j'ai eu du mal à rentrer dedans sérieusement sur l'interprétation des personnages. Et en fait, au final, quand on a joué, c'était soit quand c'était sérieux, assez mécanique, et sinon quand c'était interprété sur un mode plus drôle et humoristique où ça partait plus dans de la parodie de film d'horreur que l'ambiance de film d'horreur. Et je trouve que c'est ce truc-là qui peut-être que ça se rattrape sur des scénarios plus longs, mais on n'a pas fait de scénario assez long, je pense, pour vivre ça. Ouais, je pense qu'effectivement la partie roleplay, vraiment exploration de personnages, déjà c'est un des inconvénients de jouer des pré-tirés. C'est que comme il est pré-tiré, t'as juste quelques minutes pour l'absorber et puis ensuite il faut le jouer. Et que du coup, effectivement, un scénario avec une création de personnage, c'est peut-être plus facile de rentrer dedans aussi. Et après, effectivement, c'est des scénarios qui sont rapides. Alors, est-ce que c'est la façon dont moi je le mène ou est-ce que c'est aussi les mécaniques du jeu, mais je pense qu'il y a probablement pour faire... le sombre tel qu'il l'écrit dans ses bouquins, il y a une question d'expérience aussi, c'est-à-dire que les premières fois, effectivement, t'es plutôt dans la dégringolade des personnages, ça va très vite, tout ça, et puis je pense qu'au fur et à mesure que tu joues des parties, tu dois pouvoir trouver un peu plus de tempo aussi pour faire un peu de roleplay, mais je pense que le roleplay est effectivement pas extrêmement proéminent dans ces jeux-là, ou en tout cas, c'est peut-être aussi très dépendant du scénario. Ça veut dire que quand on a fait le scénario zombie, il y avait une bonne partie de roleplay, parce que le scénario s'y prêtait, alors que celui qu'on a fait en sombre max, finalement, il y a une partie qui est censée être dédiée plus au roleplay, mais bon, c'était la première fois qu'on jouait ce format-là, et puis finalement, c'était plus la partie enquête, et il n'y a pas eu trop d'interaction entre les personnages, mais c'est probablement aussi parce que on découvrait le système. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a moins de roleplay là-dedans que dans d'autres trucs qu'on a pu faire comme Cthulhu ou Tales. Après, au-delà des pré-tirés, il y a d'autres jeux auxquels on a joué avec des pré-tirés. Tu faisais remarquer, Antoine, sur Alien. Je suis pas sûr que ce soit un problème de pré-tirés. Moi, je pense que le cliché de ces films-là, c'est que les personnages sont vides et ils ont rien à dire à part leur fonction. T'es le capitaine de l'équipe de foot ou t'es, je sais pas moi, la pom-pom girl, imagine ce que tu veux. En fait, les personnages sont vides. Et du coup, vu que les personnages sont vides, c'est très très dur d'interpréter des personnages qui sont des personnages fonction. Et après, c'est le propos du jeu. Le jeu te fait jouer des personnages clichés de films d'horreur. Ces personnages-là sont des personnages vides, donc tu joues des personnages vides. On peut pas reprocher au jeu ça. C'est vrai. Mais je trouve que du coup, c'est difficile, parce que nous, on est une équipe de joueurs qui aimons bien faire du roleplay et surtout digresser dans le roleplay par des aspects des personnages, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce jeu est très limitant sur ce point de vue-là. Mais ouais, voilà, c'était un de mes reproches, parce que aucun jeu n'est parfait, et je trouve que c'est celui-là pêche beaucoup par ce côté-là. Johan, t'es le MJ de ce jeu, t'as commencé à jouer avec ce jeu, t'as quand même une expérience sur ce jeu qui est plus importante que la nôtre. Nous, on a fait plusieurs sessions, mais moins que toi.
c'est quoi, toi, ton avis général sur ce jeu, sans répéter évidemment ce qu'on a dit ou alors préciser des choses qu'on a déjà dit, mais pour toi, ton avis général sur le jeu? Je pense que le Sombre, c'est effectivement, on en a déjà parlé, mais c'est un bon jeu pour commencer le jeu de rôle. Moi, c'est un peu avec ça que j'ai commencé, et c'est comme ça reste très mécanique et très rapide, avec peu d'implications, c'est assez facile de se mettre dedans. Sur le côté un peu plus culture du jeu de rôle, je trouve que c'est un jeu qui est quand même complètement à part. Moi, j'ai pas vu d'autres jeux qui ressemblaient à ça, et je trouve que ça reste intéressant. Ça apporte une couleur supplémentaire au panel des jeux de rôle qu'on a pu rencontrer. Je pense que c'est pas, on joue pas à Sombre de la même façon qu'on joue aux autres, et que on a quand on sait qu'on va faire une partie de Sombre, on n'aborde pas ça comme quand on va faire une partie d'autre chose, parce qu'on sait déjà qu'on va se faire massacrer, que ça va être la débandade, et que finalement va y avoir il y a une forme d'anticipation un peu, de savoir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Et sur le plan de mener, je pense que ce qui est intéressant quand même, c'est de lire en fait tous ces bouquins. Parce que dans les bouquins, il n'y a pas juste des scénarios et des règles, il y a aussi tous ces retours d'expérience de Johan Scipion et de ces parties qu'il a faites, et un peu ses tips sur comment mener, et du coup c'est intéressant, ça enrichit un peu la culture du MJ, quoi. Ok, ça me semble pas mal tout ça. Ouais. On va peut-être aborder la dernière partie, parler de la gamme. Juste pour débuter la gamme, bon, un numéro c'est environ 10€, et c'est trouvable. Alors avant c'était trouvable uniquement sur, donc il y avait un forum, et aussi je crois il y a un Tipeee. On pouvait avoir un abonnement, etc. pour les recevoir. Maintenant, ils sont trouvables en boutique, dans certaines boutiques, et sur Internet, dans les grands sites Internet, donc Philibert, etc. Pour le jeu de rôle, vous trouvez les numéros sans problème. Hein. Ouais. Je sais, Jean, à Lille, tu m'as dit que par exemple, dans les boutiques de jeux de rôle, il y était. Oui, on le trouve, et c'est assez nouveau. Quand Johan a commencé à nous en parler, ça n'existait pas en format physique dans les boutiques. Et là, depuis, je dirais... là on est en janvier 2022, depuis à peu près un an, à peu près, on commence à le trouver dans des boutiques spécialisées de jeux de rôle, ce qui est assez nouveau et ce qui est plutôt bien, parce que c'est plus accessible du coup. Donc on disait, c'est Johan, hein, c'est ça, c'est... chaque numéro vaut environ 10€, et pour pouvoir jouer... C'est exactement 10€ un numéro. Ouais, voilà, c'est exactement 10€. En fait, avant c'était environ 10€, parce que quand tu voulais l'acheter, t'écrivais un mail à Johan Scipion, et puis tu lui faisais un virement bancaire de la quantité que tu souhaitais à peu près, et puis lui il te donnait les numéros que tu lui demandais, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de prix fixe. Maintenant le prix il est fixe en boutique, c'est 10€, tous les numéros. Et pour jouer à Sombre, il vous faut un livre, et c'est le numéro 1. Ah, pour jouer à Sombre classique. Pour jouer à Sombre classique. C'est-à-dire que dans le premier numéro de Sombre, vous avez les règles pour Sombre classique, les personnalités, la liste des avantages et des désavantages. Enfin voilà, vous avez tout pour jouer à Sombre classique, et vous avez un scénario avec. Donc vous avez ces clés en main pour pouvoir jouer une première partie de Sombre classique. Après, on a dit, il y a 2 autres modes de jeu. Il y a le Sombre Max qu'on a joué aussi. Et lui, vous avez toutes les règles qui sont dans le numéro 9. Et il y a celui qu'on n'a pas joué, qui est Sombre 0, qui est une version encore plus épurée que Sombre classique, que lui, vous pouvez retrouver dans le numéro 6. Et donc après, il y a, actuellement, il a publié, je pense, 11 numéros et 10 hors-série. Et donc en fait, tous les autres numéros et les hors-série, c'est des scénarios supplémentaires, des points de règles supplémentaires, des précisions sur certaines mécaniques du jeu, et puis des retours de partie, des conseils de MJ. Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans les hors-série. Il y a le matériel pour faire des pré-tirés, enfin pas des pré-tirés, des personnages personnalisés, mais rapidement. Enfin voilà, tout ça, c'est disponible dans ces numéros-là.
Ok, très bien. En plus, je crois que sur le forum, vous pouvez trouver, il y a un article qu'on pourra vous mettre en lien dans la description de l'épisode, qui vous donne un peu les différents bundles qui vous conseille de prendre. Donc moi, j'avais noté juste 3 bundles, c'est-à-dire que le 1, tout simple, comme on l'a dit, pour 10 €. Celui un peu découverte, il conseille de prendre le numéro 1 et le numéro 2. Et par exemple, pour jouer à Sombre Max, c'est le numéro 9 et le hors-série 4. Voilà, il y a une petite liste comme ça de ce que vous pouvez acheter pour avoir, on va dire, les règles plus quelques scénarios d'avance. C'est ça, pour pouvoir se repérer un peu dans la gamme, parce que du coup la gamme elle est pas ordonnée, elle est chronologique en fait de ce qu'il fait. Alors il a quelque chose en tête, quand il a fait ces trucs qui sont prévus depuis longtemps, mais du coup il y a effectivement cet article qui permet de résumer tout ce qui concerne Sombre Classique, tout ce qui concerne Sombre Zéro, tout ce qui concerne Sombre Max, et qui détaille un peu ce qu'il y a dans chaque numéro, donc c'est un bon moyen de se repérer un peu sur ce qu'on veut et ce qu'on prend. Voilà, après pour jouer en tel quel il faut des dés. Alors il faut quoi comme type de dés du coup, Johan ? Oh là là, il faut un des 20 et un des 6 pour jouer à Sombre Classique, donc on reste très minimaliste. Et Sombre Max, attention, on a pété le budget, il faut un des 20 et 4 des 6. Et juste par curiosité, les numéros de Sombre que tu as achetés, toi, c'est lesquels ? Moi j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 9... le hors-série 1, le hors-série 4. Ah, donc t'as quand même acheté quelques bouquins. Ouais, j'en ai acheté quelques-uns selon les scénarios qui étaient dedans, et puis j'ai acheté celui qui détaillait les avantages et désavantages pour avoir un peu plus de background dessus que les 2 lignes qui sont dans le 1, un peu sur les personnalités, et puis après les scénarios qui m'intéressaient, quoi. On a fait un petit peu le tour de la gamme. Du coup, en conclusion, l'avis qui est un peu général, qui ressort, c'est que le rapport qualité-prix, il est extrêmement bon. C'est-à-dire que pour très peu d'argent, finalement, vous pouvez commencer à jouer à ce jeu. Pour 10 € plus 2 dés, quoi. Donc là-dessus, c'est presque imbattable. Petite conclusion, du coup, pour l'épisode, Jean ? Sombre, c'est un jeu qui divise, en tout cas qui nous a divisés. C'est un jeu intéressant, ça on peut pas lui enlever. Il n'y a pas beaucoup de jeux, en tout cas moi j'en connais pas d'autres qui ont le thème qu'il a, c'est-à-dire essayer de nous faire vivre une expérience très particulière qui est la peur comme au cinéma. Je trouve que le slogan est bien choisi, que ça fonctionne bien. C'est un jeu particulier, c'est un jeu où il faut faire attention à sa manière de jouer, avec qui on joue, quel scénario on joue, mais qui peut être très efficace, soit pour initier des gens qui connaissent pas forcément le jeu de rôle, parce que il a ce côté un petit peu à côté du jeu de rôle, en étant, mais sans user, on va dire, les trucs un petit peu trop réguliers et lourds du jeu de rôle. Il est assez léger dans ses mécaniques, mais il peut être assez lourd et assez difficile à prendre dans ses thèmes. Donc voilà, je pense que c'est un bon jeu, mais peut-être pas à mettre entre toutes les mains, en tout cas pas des gens qui, et ça on l'a déjà dit, pas des gens qui commencent. Je dirais ça sur Sombre. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je te remercie, Antoine. Écoutez, c'est tout pour Sombre. Je pense qu'on peut peut-être aborder le sujet de quoi on va parler le mois prochain. Antoine, de quoi on va parler le mois prochain ? Donne-moi un mot-clé, fais-moi vibrer un petit peu. Alors, le mois prochain, déjà, on ne sera pas seul. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouvel intervenant à la place de Johan. On ne vous en dit pas plus. C'est aussi un des joueurs autour de la table. Le chevalier blanc, enfin le chevalier blond, on l'appelle presque. On l'appelle Ice entre nous. Ouais. C'est ça. C'est la personne, vous lui donnez un personnage, le pire personnage imaginable, la pire des raclures, et au bout de 30 minutes de jeu, il a sauvé l'orphelin, il a secouru la demoiselle en détresse, voilà, et il est en armure ruisselante, quoi. Enfin, il a quand même réussi une fois à jouer un personnage peu recommandable. Rappelle-toi, c'est dans Alien. Il a réussi à jouer un traître. Oui, mais parce qu'il faisait le faux bon toute la partie. Il a joué comme un good guy toute la partie. Oui, et au final, c'est pour ça qu'il nous a eu d'ailleurs. C'est ça qu'il nous a eu. Il a été un bon gros bad guy et ça a marché. Donc du coup, si tu veux me donner un mot-clé sur... Le mot-clé pour le prochain jeu, ça sera Kitine. Kitine. C'est pas mal. Très bien. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'était l'épisode 4 de Tales sur Sombre. Et on vous dit à dans un mois. Salut. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.